Manifestement, les choses ne sont pas forcément faciles à faire, surtout quand on écoute Nicolas Hulot quand il était ministre, ou même notre ministre actuelle, Barbara Pompili. Pourquoi c'est difficile? C'est difficile parce que on le remplace par quoi? Alors, on le remplace par les énergies vertes, et ça pose peut-être des problèmes, mais à 90 ou 95%, on devrait y arriver. Mais il reste les 5% qui sont, par exemple, lorsqu'au mois de janvier ou au mois de février, il n'y a pas beaucoup de vent et pas beaucoup de soleil. Donc, pour cette période-là, soit on construit des centrales au gaz pour permettre de faire l'équilibre du réseau, ou on achète sur le réseau interconnecté. Du reste, on se demande pourquoi l'Europe s'intéresse quand même assez peu à ce réseau interconnecté qu'il serait bien de développer. Donc c'est un point sur lequel nous nous interrogeons. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le deuxième point touche les centrales nucléaires. Qu'il y ait 70%, 50 ou 30, pour l'instant, il y a toujours des centrales nucléaires. Et ce qui nous intéressait, c'était de savoir qu'est-ce que l'ASN a demandé comme travaux pour améliorer la sécurité et surtout pour tenir compte des problèmes sismiques, puisque Fukushima était dû à un problème sismique. Le troisième point et dernier, c'était les déchets. Les déchets, il y a deux choses. Soit on réduit leur quantité, soit on essaie de trouver des solutions pour les rendre un peu moins dangereux ou du moins écologiquement durant un peu moins. C'est par exemple les essais, et la Chine nous le montre, puisqu'ils vont mettre à la fin de l'année une centrale au thorium et au sel qui permettra de passer de l'uranium 235 à l'uranium 233, qui a une durée de 500 ans au lieu de 10 000 ans. Donc c'est quand même quelque chose qui est important. Et on voulait savoir où en était la France à ce niveau-là. Alors, pour parler de ces sujets, nous avons deux speakers absolument hors normes, à qui je vais demander de me rejoindre. Corinne Lepage, qu'on ne présente plus, et qui est, on la retrouve chaque année avec joie aux universités où elle nous amène son savoir. Et l'autre, Michael Gévray, qui est le directeur de la centrale de Civaux. Mais on n'a pas parlé de Civaux il y a 2 ou 3 ans sur un bus autonome, non? C'était pas Civaux? Voilà, donc il y a eu une présentation, puisqu'ils ont sur leur site un bus autonome qui permet de se déplacer, qui avait été présenté ici. Bien, on y va. Madame la ministre, à vous. Vous voulez ça? Oui, le micro marche là. Et ça, je crois que ça marche. Si le micro marche. En le mettant à ma taille, n'est-ce pas? Voilà, merci. Next. Voilà. Donc, en vert. Chaque fois que je me sens changer. Ça avance. Voilà, merci. Écoutez, c'est un plaisir et un bonheur pour moi de me retrouver ici et de fêter avec Myriam et toute son équipe les 10 ans de E5T sur un sujet qui est un sujet effectivement conflictuel, mais j'essaierai de l'aborder avec les positions qui sont les miennes et qui sont connues, donc je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt, mais de manière aussi rationnelle que possible. C'est
une bonne idée de poser les termes du sujet, parce que l'argument phare aujourd'hui des défenseurs du nucléaire, c'est son avantage en termes de neutralité carbone. Le nucléaire serait l'énergie la moins émettrice, à équivalente, ou mieux disante encore, que le solaire ou l'éolien. Est-ce pour autant la solution, avec un S majuscule ou pas d'ailleurs, à la neutralité carbone, ou est-ce un problème? Je vais essayer de répondre à cette question, mais d'abord, je voudrais dire un tout petit mot de la question qui est aujourd'hui très importante du classement ou non, dans le cadre de la taxonomie européenne, du nucléaire comme investissement durable. Vous savez que la France se bat beaucoup pour essayer de faire entrer le nucléaire dans la taxonomie européenne, se heurte à une très forte opposition, parce que si le nucléaire est effectivement peu émetteur de gaz à effet de serre et donc coche la bonne case sur les 6 catégories de la taxonomie européenne qui permettent effectivement d'être qualifié d'investissement durable, c'est-à-dire de lutter contre le réchauffement climatique, il ne coche en revanche pas les autres cases. Or, on sait que dans la taxonomie européenne, pour être durable, il faut non seulement être bon dans une des 6 catégories, mais ne pas être mauvais dans les autres. Et là, il y a un souci, et j'y reviendrai. Ces soucis, ça s'appelle la ressource en eau, ça s'appelle la biodiversité, ça peut s'appeler aussi la pollution de l'air. Donc je voulais juste dire ce petit mot qui n'est pas directement dans le sujet, mais qui est un élément extrêmement important aujourd'hui. Pour moi, le nucléaire, c'est une fausse solution, mais c'est un vrai problème. Pourquoi est-ce une fausse solution? Je le disais tout à l'heure, le nucléaire n'émet pas ou peu de gaz à effet de serre. Ça ne veut pas dire qu'il n'en émet pas du tout, mais il n'y a aucune forme d'énergie qui n'en émette pas du tout. Donc il ne faut pas non plus là dire des choses qui sont fausses. C'est une solution bas carbone indéniable, et du reste, ce n'est pas pour rien que la France se base sur le plan des mots pour essayer de confondre technologie verte et technologie bas carbone. Ce n'est pas la même chose. Mais pourquoi je pense que c'est une fausse bonne solution? D'abord, il faut revenir aux réalités statistiques. Le nucléaire ne représente qu'une très faible part de la production énergétique mondiale, 10% de la production d'électricité, 4,3% de l'énergie produite dans le monde. Et c'est une part qui décroît. Alors qu'entre 2010 et 2020, le total de l'énergie primaire a augmenté de 10%, la part du nucléaire a baissé de 2,5%. Et même en France, qui, comme on le sait, est un des grands pays nucléarisés, par tête d'habitant et par kilomètre carré, nous sommes les plus nucléarisés du monde, mais même en France, cette part a baissé, nous sommes un peu en dessous de 70% actuellement. Est-ce qu'il est donc raisonnable d'investir dans une forme d'énergie qui est très coûteuse sur le plan financier pour une énergie qui finalement reste marginale dans le mix énergétique planétaire? La question se pose d'autant plus que l'Union européenne, à l'exclusion des pays de l'Europe de l'Est qui ont des vieilles centrales nucléaires qui posent un certain nombre de problèmes, autour de nous, nos voisins ont opté pour une solution dénucléarisée. Les seuls qui étaient nucléarisés, c'était les Anglais. Ils n'appartiennent plus à l'Union européenne. Alors, ça a des conséquences non négligeables parce que ça nous oblige notamment à nous éloigner de l'Allemagne, qui a un modèle complètement différent du nôtre, et à nous associer à des pays qui, sur le plan énergétique, je dirais de manière diplomatique, qui ne sont pas forcément très fréquentables. Je pense en particulier à la Pologne. Deuxièmement, l'adaptation des règlements climatiques impose une décentralisation énergétique. Tout à l'heure, on a eu la chance d'entendre l'annonce d'une première opération d'autoconsommation collective. C'est évidemment quelque chose qui va massivement se développer parce que c'est du win-win-win. Je n'ai pas le temps d'entrer dans ce point-là aujourd'hui. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler au cours de ces 2 journées. Mais il est très clair que l'avenir est effectivement à la décentralisation énergétique. Enfin, l'inadaptation du modèle nucléaire au regard du dérèglement climatique renforce la fragilité énergétique de la France.
pour ce qu'on appelle les centrales humides, c'est-à-dire celles qui sont au bord de l'eau. Elles sont confrontées à une difficulté majeure qui est l'insuffisance de l'eau. Insuffisance de l'eau l'été, qui peut rendre problématique, voire impossible, le refroidissement de nos centrales, qui contraint les préfets pratiquement chaque année à autoriser des dérogations aux limites de température autorisées pour les rejets d'eau, ce qui a évidemment des conséquences non négligeables pour la biodiversité. Quant aux centrales au bord de mer, elles sont exposées bien entendu aux risques climatiques et aux phénomènes extrêmes, voir ce qui s'est passé au Blayais en 1999. C'est pour ça qu'à mon sens, c'est une fausse solution. Mais c'est un vrai problème. Pourquoi est-ce un vrai problème? Parce que le nucléaire a été chez nous, malheureusement, un découragement massif au développement des énergies renouvelables. Nous avons un retard abyssal. Résultat, en 2020, la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie de la France s'élevait à 19,1%. Nous aurions dû atteindre pour cette année-là l'objectif de 23%. Nous sommes le 3e plus mauvais élève de l'Europe en termes d'atteinte de nos objectifs en matière d'énergie renouvelable. Les projections de 2030 sont très ambitieuses, mais on peut se demander comment on va les atteindre au rythme auquel nous allons. Je rappelle qu'aujourd'hui, c'est 33%, qu'avec le nouvel objectif qui a été fixé par l'Union européenne, cet objectif va probablement grimper encore. Je ne sais pas, avec les investissements qui restent quand même encore trop modestes en matière d'énergie renouvelable, comment nous allons être en capacité d'atteindre cet objectif. Donc ça, c'est un vrai sujet que celui du découragement des ENR et du retard que nous avons pris, parce que nous avons beaucoup de mal à avoir une filière puissante dans le domaine des énergies renouvelables, même s'il y a dans cette salle, et je les salue, des chefs d'entreprise, de sociétés qui font des choses tout à fait remarquables. C'est extrêmement difficile et pendant des années, j'ai connu des entreprises qui allaient partout sauf en France pour développer les énergies renouvelables parce que chez nous, ce n'était pas possible. Et je soulignerai aussi que DF Énergie Renouvelable a fait des choses formidables partout dans le monde sauf chez nous. Ça, c'est pour les ENR. Deuxième problème massif, à mon sens, le découragement d'une véritable politique de sobriété énergétique. Il est clair que nous ne nous en sortirons pas si nous ne mêlons pas à la fois ENR et sobriété énergétique. Or, nous avons une vraie faiblesse en matière de politique d'économie d'énergie. On peut saluer effectivement les investissements qui vont être faits maintenant dans le domaine de la rénovation énergétique, mais il est clair que toute la politique qui a été menée pendant des années et des années d'encourager nos concitoyens à aller vers le chauffage électrique a été une manière d'encourager une consommation massive d'électricité alors que nous devrions essayer de la baisser. Et aujourd'hui, nous avons effectivement des projections d'augmentation de la consommation d'électricité. On verra ce que donnera l'avenir. Pour le moment, elles ne sont pas confirmées dans les chiffres. Et je rappelle quand même que nous avons des objectifs de baisse massive de notre consommation énergétique dont je vois mal comment nous allons les atteindre en continuant à encourager les gens à développer l'électricité. Et puis, troisième point, le coût... non, je suis toujours sur le même. Le coût, et j'espère que je suis dans le temps, oui, ça va. Le coût pharaonique du nucléaire qui empêche d'investir massivement dans un réel changement de mix énergétique. La PPE qui a été adoptée est une PPE dont beaucoup pensent qu'elle ne se réalisera jamais parce qu'elle parie sur une augmentation massive de la consommation liée à la demande intérieure, mais surtout à l'exportation. Or, nos voisins font des efforts considérables pour réduire leur consommation énergétique. Donc nous allons investir massivement. Pourquoi? Une falaise financière, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais elle est tout à fait claire. Il était rappelé tout à l'heure que nous devions mettre nos centrales en ordre de bataille. Ça fait des années et des années qu'on en parle. Pour le moment, les travaux engagés sont encore extrêmement modestes. Et bien entendu, il va bien falloir s'y coller. Et est-ce que EDF aura la capacité de s'y coller? Je rappelle que le projet qui avait été... je vais terminer très vite.
qui avait été engagé au niveau européen n'a pas marché. Le deuxième point, c'est l'absence de perspective de l'EPR en France et à l'étranger. Je ne rentre pas dans les détails parce que ce n'est pas la peine de tirer sur les ambulances. Le troisième point, c'est le manque de perspective avec la disparition du projet Astrid et une quatrième génération qui aurait été une réplique de Superphénix. Et enfin, la poussière sous le tapis en ce qui concerne les déchets et le démantèlement. Voilà, tout ceci pour dire qu'à mon sens, je comprends très bien que le nucléaire se défende, c'est tout à fait normal, hein. C'est tout à fait normal, mais je pense vraiment que si c'est une énergie qui nous a rendu des services au XXe siècle, ce n'est pas du tout une énergie compatible avec les exigences du XXIe. Je vous remercie. Bon, je crois que le ton est donné. En tout cas, merci de m'inviter pour parler du sujet, enfin un sujet que je connais parce que c'est mon quotidien. Alors je le prends comme un honneur, puis je le prends un peu comme un challenge aussi parce que dans la salle, manifestement, il y a des gens très initiés sur la question de la neutralité carbone. Et donc je vais essayer d'utiliser ces 10 minutes pour vous montrer, ou en tout cas vous amener des arguments pour répondre à la fameuse question. Alors peut-être juste pour vous situer, la centrale de Civaux, c'est une centrale qui est située en Nouvelle-Aquitaine, dans le département de la Vienne. Ce sont 2 réacteurs de 1500 MW, 1450 exactement, pour une puissance installée donc de 3000 MW. 1200 personnes qui travaillent en permanence sur ces 2 réacteurs. Et pour vous donner un ordre d'image de ce que ça représente, parce que souvent on parle de mégawatts, mais on a du mal à se représenter ce qu'il y a derrière. Aujourd'hui, la production annuelle de la centrale de Civaux, c'est l'équivalent de la moitié de la consommation en électricité de la Nouvelle-Aquitaine. Donc ça vous donne un ordre d'idée de ce qui peut sortir en termes de production d'électricité de la centrale de Civaux. Alors la question qui était posée, c'est nucléaire, problème ou solution pour la neutralité carbone. La première réponse que j'ai envie d'apporter, c'est déjà de dire, et elle est cohérente avec la raison d'être du groupe EDF, et ça a été dit juste avant, EDF, ce n'est pas juste une entreprise de nucléaire, c'est une entreprise qui a vocation à produire de l'électricité. Et donc notre raison d'être, ou en tout cas la première réponse, c'est de dire qu'il ne serait pas convenable d'opposer, en tout cas notre position, c'est de considérer qu'il ne convient pas d'opposer énergie renouvelable et nucléaire. Le deuxième point, je l'ai dit, et je pense que vous l'avez deviné, faisant moi-même partie des gens qui travaillent sur les centrales nucléaires et plus largement dans la filière industrielle française du nucléaire, un ordre d'idée, c'est 220 000 personnes aujourd'hui, la filière industrielle nucléaire en France. C'est la 3e filière industrielle. Forcément, ma réponse, ça va être de dire que le nucléaire est une solution pour la neutralité carbone. Et là, jusque-là, je pense que j'étonne personne. Alors, le meilleur argument que je peux utiliser, ce n'est pas un document d'EDF. Je pense que vous l'avez. En tout cas, si vous ne l'avez pas, je vous incite à le faire. Vous pouvez, sur vos téléphones, télécharger une application qui est hyper intéressante pour comprendre comment ça se passe. C'est Electricity Map. Et ça vous donne en temps réel la production de CO2 par rapport à la production d'électricité. Et vous voyez finalement la situation de chacun des pays, essentiellement en Europe, mais vous avez aussi quelques exemples dans le monde. La carte qui est là montre concrètement qu'aujourd'hui la France a ce bénéfice de produire une électricité qui est bas carbone. Et ça nous situe au même niveau que les pays scandinaves. Globalement, c'est les 2 exemples les plus positifs, en tout cas en termes de production d'électricité bas carbone. Mais finalement, ce que je vais essayer d'aborder avec vous, c'est pourquoi je considère que le nucléaire est une solution, je vais appeler smart. Alors une solution smart, c'est d'abord une solution spécifique. Ce qui fait la spécificité des centrales nucléaires, c'est cette petite pastille, quelques grammes, le fameux uranium qu'on va retrouver dans nos réacteurs. En fait, une pastille d'uranium, ça va passer 4 à 5 ans dans un réacteur. Et dans cette pastille d'uranium, vous allez dégager de l'énergie pour pouvoir chauffer de l'eau, faire de la vapeur, faire tourner une turbine qui elle-même va faire tourner un alternateur qui va produire de l'électricité. Cette pastille d'uranium, pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près la consommation d'énergie d'une famille pendant 1 an. C'est-à-dire que si on ramène finalement la consommation d'une famille, ça correspond à une pastille d'uranium. Et si je le compare, non pas aux ENR, mais plutôt aux énergies fossiles, une pastille d'uranium, c'est l'équivalent en énergie d'1 tonne de charbon. Ce qui veut dire que quand vous utilisez une pastille d'uranium qui a vocation à ne pas dégager de CO2, parce qu'elle n'est pas brûlée, la pastille d'uranium, et bien finalement, si je prends l'exemple concret de la centrale de Civaux, si je prends l'exemple concret de la centrale de Civaux, vous allez produire une électricité qui est une électricité bas carbone en quantité relativement importante.
Deuxième point d'une solution smart, c'est une solution qui est mesurable. Alors j'ai retenu 2 mesures. La première, c'est un chiffre, alors qui date de 2019. En 2019, la centrale nucléaire de Civaux, avec le réacteur numéro 1, a produit 11,2 TWh. Il s'avère qu'en 2019, ces 11,2 TWh, c'est aussi l'équivalent de toute la production des panneaux solaires installés en France. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que ça donne aussi à voir sur la question de l'occupation au sol de certaines solutions, et donc un des avantages, à mon sens, qui est aussi l'occupation au sol des centrales nucléaires, qui est relativement faible. Ce qui est peut-être dans les chiffres, et ça a été cité après, aujourd'hui, ce qui est acquis, ou en tout cas partagé de tous, c'est que l'énergie nucléaire est une énergie bas carbone, et en particulier quand on la compare, on est à peu près au même niveau que les énergies renouvelables. Par contre, on a une très grosse disparité par rapport aux énergies fossiles, en particulier le gaz, où vous avez une production pour le nucléaire à 12 grammes de CO2 par kilowattheure. Le gaz va plutôt se situer aux alentours de 500 grammes de CO2 par kilowattheure, et si vous prenez le charbon, là vous êtes plutôt à 1000 grammes. Je rappelle qu'aujourd'hui dans le monde, majoritairement l'électricité est produite à base de charbon. Si je ramène ces 12 grammes de CO2 à l'échelle de la centrale de Civaux, ça veut dire que tous les ans, la production d'électricité qu'on fait sur la centrale de Civaux, si je devais la remplacer par des centrales au charbon, ce qui est la situation de la majorité des pays dans le monde, ça permet, ou en tout cas ça produirait, ou aujourd'hui ça permet d'éviter 20 millions de tonnes de CO2 tous les ans. C'est-à-dire que concrètement, l'électricité de la centrale de Civaux étant décarbonée nous permet d'économiser cette CO2. Et si je le ramène, mais ça vous le savez très bien, si je le ramène pour donner un ordre d'idée, ça correspond aussi à 11 millions de voitures qui pendant un an seraient amenées à rouler en France. Une solution smart, et le sujet a été abordé dès les premières interventions ce matin, c'est aussi une solution qui est acceptable. Alors c'est un point qu'on mesure. On mesure, alors en tout cas à l'échelle de la centrale de Civaux, on fait régulièrement des enquêtes d'opinion. Ce que je peux vous renvoyer comme image aujourd'hui, c'est que globalement, la centrale est plutôt acceptée sur son territoire. Et vous voyez que quand on interroge les gens, plus de 80% des personnes qui habitent sur le territoire de la centrale, dans un rayon à peu près de 20 km, ils voient un intérêt, ou en tout cas mesurent un impact positif de la présence de la centrale sur le territoire. Et quand on regarde un peu plus près quelles sont les raisons, alors on est tous conscients que bien sûr la première raison, c'est de leur donner confiance sur notre niveau de maîtrise de la sûreté des installations. Mais quand on regarde un peu plus, ce qui aujourd'hui est un élément majeur dans l'acceptation de la centrale, c'est l'emploi. L'emploi qui est créé sur le territoire et qui est considéré comme un emploi non délocalisable. Sur la centrale de Civaux, je vous disais, c'est 1200 personnes en permanence. Les études montrent que finalement, c'est 2500 personnes en emploi direct, indirect et induit en permanence sur la centrale, sur le territoire de la Vienne et donc autour de la centrale. Le deuxième critère le plus important, c'est le critère économique, et en particulier quelles sont les retombées économiques. Je ne parle pas là du prix du kilowattheure, mais quelles sont les retombées économiques sur les territoires. Et vous avez là aussi des retombées économiques liées à la fois aux achats qu'on peut être amené à faire, dont une partie, bien sûr, est aussi au niveau national, mais il y en a une grande partie qui est faite, en tout cas, on s'attache à ce qu'il y ait une partie qui soit faite sur le territoire de proximité, et puis les taxes et impôts. Pour vous donner un ordre d'idée, Civaux, c'est 70 millions d'euros par an de taxes et impôts qui sont versés, dont une partie revient, là encore, au territoire de proximité. Dans l'acceptation, il y a peut-être un point, ou en tout cas un point d'attention, c'est la question du fait qu'aujourd'hui, majoritairement, en tout cas la moitié des Français ne savent pas que le nucléaire ne produit pas de CO2. Donc c'est vraiment un point d'attention. Avant-dernier argument, c'est de considérer que les centrales nucléaires sont des centrales réalistes. En tout cas, c'est une solution réaliste pour une raison très simple, c'est que ça fait appel à une situation, en tout cas des installations qui existent déjà. Donc on n'est pas en train de faire un pari sur l'avenir quand on mise sur le nucléaire. On est en train d'utiliser des centrales qui aujourd'hui fonctionnent et permettent en France d'avoir une électricité bas carbone. Et puis il y a une autre réalité, ça a été un peu abordé aussi ce matin, c'est la question de la variabilité de la consommation, mais aussi de l'intermittence des moyens de production, en particulier les ENR. Et quand vous avez cette situation sur le réseau électrique, il est nécessaire de mettre en face des moyens de production qui doivent être pilotables. Et c'est l'avantage des centrales nucléaires, car il faut savoir qu'une centrale nucléaire est capable d'adapter sa production et donc d'ajuster la production en fonction à la fois de la consommation et à la fois en fonction de la production des énergies renouvelables, l'heure de la journée, mais aussi la météo. Et puis dernier point, je vais pas revenir sur 2021 pour dire qu'aujourd'hui, déjà en France, on bénéficie de façon très majoritaire d'une énergie décarbonée. Si on se projette en 2035, ça a été un peu dit aussi, la PPE vise un niveau d'alimentation, de production d'électricité à 50% de nucléaire. Donc finalement, l'enjeu pour la France, ça va être de trouver des solutions pour que les 50 autres % soient décarbonés. Si on ne trouve pas des moyens décarbonés, la production de CO2 d'électricité remontera. Et puis après, il y a bien sûr l'enjeu pour 2040-2050 avec la neutralité carbone.
Alors, je n'ai pas de boule de cristal, il y a encore des décisions qui doivent être prises, toutes ne sont pas prises. Ce que je peux au moins dire aujourd'hui, c'est que je suis convaincu qu'on aura besoin d'électricité, une électricité bas carbone. Et dans cette logique-là, ma conviction, c'est que le nucléaire aura sa place. Merci. Donc, à ma question tout à l'heure, qui était de dire, pour passer de 70 à 50, on le remplace par quoi? Vous, c'est plutôt de dire, on garde les centrales et puis on réduit. Je ne sais pas si ça marche. Si, ça marche, ça marche. Si, ça marche. Et puis, en fait, on se sert des centrales pour compléter et résoudre l'intermittence des ENR. Pour l'instant, hein, parce que tout ça, on en a parlé ce matin, ça change, la technique change beaucoup. En tout cas, ma réponse, c'est de dire que les ENR sont des énergies intermittentes. Donc il est nécessaire aujourd'hui, c'est une question qui est technique, mais il est nécessaire de mettre en face des moyens de compenser cette intermittence. Donc soit vous le faites avec une énergie décarbonée, j'en ai pas parlé, mais l'hydraulique par exemple est une énergie décarbonée qui peut le faire ça. Aujourd'hui en France, on n'a pas assez d'hydraulique pour faire ça. Donc du coup, il faut trouver un autre moyen. Des pays choisissent le gaz. Moi aujourd'hui, ce que je dis, c'est qu'en France, on a des centrales nucléaires qui peuvent rendre le même service que le gaz avec l'avantage de ne pas produire de CO2. Corinne, pardon. Je pense que personne de sensé n'a demandé qu'on ferme toutes les centrales nucléaires aujourd'hui. Bien sûr. C'est absurde. C'est totalement absurde. Le vrai sujet, c'est est-ce qu'on en fait d'autres ou on n'en fait pas d'autres. Autrement dit, le vrai sujet, c'est est-ce qu'on considère qu'au-delà entre 2030 et 2040, qui sera la fin de vie des centrales les plus jeunes, quelque chose comme ça, on repart sur un programme nucléaire de 60 ans, au moins, ou est-ce qu'on laisse tomber? C'est ça le vrai sujet. C'est pas... Et alors, j'y ajoute, moi, autre chose, c'est que je pense que le coût de mise à niveau va être extrêmement important. Et je me pose la question, c'est une question économico-sécurito-financière, de savoir s'il ne faut pas voir celles pour lesquelles ça vaut le coup d'investir massivement pour qu'elles durent encore 20 ans, et puis celles pour lesquelles on se dit, très franchement, vu l'état, les risques et le coût que ça représenterait d'assurer vraiment la sûreté, il vaut mieux programmer une fermeture. Voilà. Mais je pense que personne de raisonnable ne dit qu'il faut se passer aujourd'hui du nucléaire en France. Ça, c'est pas possible. Ok. Dans vos slides, vous parliez de Astrid et vous disiez Astrid a été arrêtée. Alors, pas complètement arrêtée parce qu'on ne peut pas l'arrêter, ça c'est des problèmes, mais à l'époque, en 2016, vous vous êtes battu beaucoup contre Astrid, et du reste, on remarque que EDF n'a pas aidé beaucoup le CEA à trouver une solution, parce que c'était quand même une solution qui permettait de réduire la quantité de déchets. C'est à moi que... Oui, non, mais aux deux, j'ai pas de... Astrid, moi je ne suis que juriste, je ne suis pas une physicienne nucléaire, même si je m'intéresse au sujet. C'était pour moi la reprise d'un projet Superphénix sous une autre forme, sous une forme améliorée. Franchement, là encore, je ne suis pas certaine que ce soit la bonne solution. Et de toute façon, le gouvernement a tranché et il a supprimé les subventions pour aller dans cette direction-là. Enfin, il les a reportées à 2050. Oui, enfin, il faut quand même comprendre que le problème, il est immédiat. C'était dit tout à l'heure, on a 9 ans devant nous. Voilà. Donc des trucs qui sont des solutions à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, c'est très sympa, mais ça ne résout pas le problème. Oui. Dernière question. Oui, le maître du temps qui dérape sur le temps, je suis d'accord, c'est un peu bizarroïde. Le dernier, c'est on en a parlé l'année dernière, c'est les micro-centrales nucléaires. On a vu que les Russes en ont construit un dans le nord, que
que les Américains, Bill Gates, travaillent dessus. Nous, on avait un machin qui s'appelait, je sais pas quoi, SVR ou je sais pas quoi, et on n'en fait rien. Alors que quand on parlait ce matin du fait de décentraliser l'énergie, c'était peut-être une bonne solution. C'est ma dernière question. Ouais, alors, c'est pas mon domaine d'expertise, donc je vais être assez général parce que... On est entre nous. Mais par contre, quand vous dites qu'on ne s'y intéresse pas, si on s'y intéresse, si je prends l'exemple concret que je connais d'EDF, EDF aujourd'hui vient justement de lancer un projet autour de ce qu'on appelle les SMR, les Small Modular Reactors, qui sont en fait une nouvelle technologie qui effectivement on y croit plus que celle que vous évoquiez avant. C'est-à-dire qu'en tout cas, à moyen terme, on pense que c'est plus ça la solution. Mais là encore, ce qu'on est en train de dire, c'est que probablement, et je pense que c'était aussi le sens de ma conclusion, c'est aujourd'hui, l'urgence climatique, elle a été rappelée. L'enjeu, il est tel que ce n'est pas une solution qu'on va trouver, c'est des solutions. Et je pense que ce qu'il faut qu'on retienne, c'est que si on cherche une solution qui va être teintée d'idéologie, ça va être compliqué. Si par contre on ouvre des possibilités et qu'on se dit finalement c'est le cumul de toutes ces solutions qui vont nous permettre d'arriver à une neutralité carbone, je pense qu'on a toutes les chances d'y arriver. Et d'ailleurs on y est déjà sur le domaine de l'électricité, mais c'est bien sûr qu'une partie du domaine, parce qu'il y a plein d'autres domaines, il n'y a pas que l'électricité. Bien, on arrête. Merci à tous les deux, parce que c'était extrêmement intéressant et